initialement, l'écriture, elle est en rapport avec le cosmos, nous allons y revenir tout à l'heure, parce que, on voit ici avec un très ancien texte, donc calligraphié du XIe siècle, parce que d'une certaine manière, on verra, les signes eux-mêmes ne sont pas liés à l'arbitraire humain, et ils auraient été en quelque sorte donnés par le Tao. Han Cheng, la spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise, dit ceci à propos des mots. Et des mots, bien sûr, le mot en chinois, c'est un mot écrit, parce que la langue, pendant longtemps, les Chinois ne parlaient pas la même langue, mais ils écrivaient avec le même système de signes. Loin d'être une concaténation d'éléments phonétiques en soi dépourvus de signification, chacun d'eux, donc chaque mot, constitue une entité porteuse de sens et se perçoit comme une chose parmi les choses. Pour comprendre la calligraphie, il faut comprendre que tout caractère, ce mot chinois, se perçoit comme une chose parmi les choses. Quand un auteur chinois parle de nature, quand il parle de nature, il pense au caractère Xing, le caractère qui désigne donc la nature, qui lui-même est composé de l'élément Shang, qui désigne tout ce qui naît, tout ce qui vit, donc la nature au sens étymologique de ce qui est l'objet natura, ce qui naît, et aussi l'élément radical sin, cœur, esprit, qui est ce qui caractérise l'être humain. Donc il y aurait dans la nature, dans tout être vivant, une double dimension, à la fois, on pourrait dire matérielle, pour employer notre langage dualiste, et spirituelle. Donc quand on imagine ou quand on voit cet objet, ici, je cite, c'est un grand peintre qui s'appelle Chu Ta, un très grand calligraphe du début de la dynastie des Qing, c'est-à-dire à peu près le XVIIe siècle. Quand tu regardes une montagne, tu vois un morceau de nature. Mais quand tu peins une montagne, tu en fais une montagne. Tu ne la représentes pas, tu la présupposes. La fonction du pinceau ne réside pas dans la dimension de son faisceau de poils, mais dans les traces qu'il laisse. La fonction de l'encre ne réside pas dans l'encre, mais dans l'expressivité et la variabilité de son flux. La fonction du torrent en peinture ne réside pas en lui-même, mais dans sa mobilité. La fonction de la montagne réside dans son silence. Donc, quand on peint une montagne, on peint un objet, une réalité qui elle-même vient, en quelque sorte, rentrer en opposition avec les êtres de la nature. C'est un autre univers, un univers symbolique, mais qui vient se superposer ou se redoubler parce qu'il est dans une relation de corrélation. C'est un rapport, évidemment, qui est pensable que si on comprend la notion de Tao. Le Tao, c'est donc un mot qui désigne la voie, on l'a vu tout à l'heure, mais qui désigne aussi la réalité ultime, au moins dans la pensée qu'on appelle taoïste, et il n'y a rien qui ne vienne du Tao. Tout à l'heure, on a dit de l'être ne peut pas naître du non-être. Eh bien, le Tao essaye de sortir de cette opposition qui est liée à notre conception de l'être et du non-être pour dire que du Tao qui n'est pas, advient quelque chose. Et il n'y a rien qui ne vienne du Tao. Et le Tao, c'est donc lui qui est à la source de tout principe vital, de ce qui fait qu'il y ait une puissance vitale dans chaque être vivant, du de. Le de, qu'on traduit quelquefois par la vertu. Quand vous lisez le livre qui s'appelle le Tao Te Ching, c'est le de, c'est la vertu du Tao, le classique de la vertu du Tao. La vertu, donc le de, c'est ce qui désigne la vitalité, la puissance créatrice interne à chaque chose.